Ouais, donc, bonjour à tous pour cette seconde édition du Next 40 Data Meetup. Ce meetup, donc, comme je vous disais, c'est la deuxième édition. L'objectif, c'est du partage de connaissances et des retours d'expérience sur le domaine de la data. Et il devrait avoir lieu 1 à 2 fois par trimestre. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'analyse de données respectueuse de la vie privée. Donc, pour l'instant, vous avez probablement tous entendu parler de la GDPR, donc qui apporte certaines notions, notamment le consentement, donc le fait que les gens acceptent qu'on collecte leurs données, une durée de rétention, donc on va retenir leurs données que pour un certain temps, et une gestion des accès. Tout le monde n'a pas accès aux données. Néanmoins, vous, en tant que data analyst, data scientist, etc., vous avez tout de même accès à une quantité importante de données personnelles pour réaliser vos analyses. Et on peut se poser la question de, finalement, est-ce que pour faire votre travail, vous avez nécessairement besoin d'avoir ces accès directs aux données personnelles, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui permettent de rajouter encore plus de garanties sur les données personnelles que vous traitez, quoi. C'est un peu l'objectif de ce web, c'est de vous expliquer différents concepts qui existent et qui pourraient vous aider sur ces sujets. Il y aura un premier talk. Donc les talks, ce seront 2 talks de 40 minutes, donc 25 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Donc le premier talk sera fait par Sarus Technologies sur le thème de la differential privacy. Donc comment on peut faire pour trouver des insights dans nos données tout en garantissant la vie privée des utilisateurs. Et on aura le plaisir d'avoir Vincent et Nicolas qui présenteront. Et le deuxième thème sera le Federated Learning. Donc là, c'est pouvoir entraîner des modèles de machine learning sans nécessairement avoir accès aux données sources. Là, on aura le plaisir d'avoir Constance de Dokin. Et j'ai mis aussi Mathieu Andreu qui a aussi participé à l'organisation du meetup. Voilà, donc je vous avais promis une introduction courte. Donc, je laisse la place désormais à Sarus Technologies. Je vous rends l'écran. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Un instant. Hop. Voilà. Donc, merci. Donc, Sarus, nous sommes 3 fondateurs. Donc, je vais commencer cette présentation par une introduction un peu à la R&D qui est sous-jacente aux produits de Sarus, et notamment une introduction à la differential privacy. Et Vincent fera ensuite une démo de notre produit. Pour introduire la differential privacy, je vais d'abord parler en gros d'analyse de données respectueuse de la vie privée, parce que voilà, il faut clarifier un petit peu les différents concepts avant de bien comprendre le problème que permet de résoudre la differential privacy. Donc, l'analyse de données, je vais ça se schématise en 3 entités. Une donnée qui est propriétaire de données, qu'on va appeler input party ici. Un procédé qui va traiter les données, et un client, ou enfin un consommateur du résultat du procédé qu'on va appeler output party. Il y a une première notion de privacy qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'input privacy. Ça va être en gros tout ce qui concerne la sécurité du stockage des données du propriétaire, du transport des données, de la manière dont va se faire le calcul. Et donc, cette input privacy peut être un enjeu important, notamment quand le calcul ne se fait pas au même endroit que là où sont entreposées les données, ou quand ce n'est pas la même entité exactement qui fait le calcul. On peut avoir des schémas plus différents, donc Okin va en parler un peu tout à l'heure, mais on peut avoir différentes entités qui veulent faire un calcul en commun sans s'échanger les données. Et dans ce cas-là, on peut déployer des techniques qui peuvent être très, très complexes, des techniques de chiffrement homomorphe ou multiparty computation, par exemple. Et donc, voilà, il y a beaucoup de nouvelles techniques qui se sont développées pour assurer l'input privacy. Il y a un autre concept de privacy qu'on appelle l'output privacy. C'est une fois que vous avez fait en fait votre calcul,
vous l'avez sécurisé, vous avez beau le sécuriser avec les dernières techniques disponibles, il y a, en fait, si le résultat contient des traces d'informations personnelles, vous exposerez comment dire, vous exposerez les individus qui font partie de votre dataset, et donc tous les efforts qui auront été déployés en amont auront été vains. Donc l'output privacy, c'est vraiment la privacy en fait de la partie publiée, donc la partie qui est envoyée au client du résultat du calcul. Donc ça peut être un résultat de requête SQL par exemple, ça peut être un, un modèle de deep learning ou que sais-je. Donc Sarus se concentre vraiment sur l'output privacy. Donc on ne va pas du tout parler pour notre part d'input privacy, on va vraiment se concentrer sur l'output privacy et donc sur la sécurisation du résultat d'un calcul. Voilà. Donc une fois qu'on a introduit ce concept d'output privacy, il faut définir un peu plus formellement ce qu'est l'output privacy risk. Et pour ça, je vais commencer par une sorte de fable. Donc, supposons Alice et Bob, professeurs dans l'université U, et qui travaillent, donc chacun a ses travaux de recherche, et ils travaillent sur les conditions sociales des étudiants à l'université. Donc Alice a publié récemment un papier où elle a fait une étude sur les étudiants qui ont des parents à haut revenu, plus d'1 million par exemple, et elle a trouvé dans l'université, elle a utilisé un jeu de données sensible dans l'université. Donc elle a suivi toutes les exigences un peu réglementaires de l'université pour faire son étude. Elle a trouvé 202 étudiants sur 3000 qui ont des parents à haut revenu. Ensuite, Bob, qui est d'un autre département d'économie par exemple, publie lui aussi une étude en utilisant la même source, parce qu'il n'y a pas énormément de sources alternatives. Et lui, quelques mois après, et dans son étude, il mentionne 201 étudiants ayant des familles à haut revenu. Et voilà, les deux études sont publiées indépendamment. Chacun a bien suivi les exigences réglementaires. Et il y a une étudiante, Eve, qui s'intéresse aux deux papiers, lit les deux papiers et trouve et sait par ailleurs, elle a la connaissance privée que John, un étudiant de l'université, a quitté l'université pile entre les deux études. Et donc, elle en déduit que John avait des parents à haut revenu. Elle en parle autour d'elle. L'information se répand. Ça nuit à John. Il est lésé. Et on peut se poser la question de qui blâmer dans ce cas-là. Alice et Bob ont bien respecté les règles de l'université. Ils ont fait attention à publier uniquement des données agrégées, suffisamment agrégées. Il y a 200 individus dans chaque lot. Et donc, en fait, ce qu'il faut blâmer, c'est le concept d'output risk qui a été utilisé. Donc ça, c'est une fable, donc ça reste abstrait, mais en fait, c'est bien réel, les risques d'output privacy, puisqu'en 2006, par exemple, AOL a publié des logs de recherche, de moteurs de recherche, et il y a des hackers, ils ont enlevé les noms, évidemment, mais il y a des hackers qui ont pu remonter jusqu'à la photo d'un utilisateur et avoir plein d'informations sur toute sa vie grâce aux requêtes envoyées au moteur de recherche. En 2007, il y a aussi pareil, Netflix publie un dataset où il hache tous les noms et prénoms, et il y a des chercheurs qui trouvent qu'en joignant les données Netflix avec des données IMDb publiques, on peut remonter à l'identité des gens qui sont dans le dataset. Pour conclure un peu cette partie sur la définition de l'output privacy, pour résumer, on peut dire que assurer l'output privacy, ça signifie détruire l'information qui permet de conduire un individu. Et on sent bien que c'est relatif en fait à la connaissance qu'ont les autres individus, la connaissance qui circule dans la nature sur les individus. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui sont collectées sur les individus aujourd'hui. Et encore pire, en fait, cette notion de risque d'output privacy, elle dépend également des données qui seront recueillies à l'avenir et des techniques qui seront déployées à l'avenir. Et donc, on sent bien que la notion de risque, de privacy dans ce contexte-là, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. D'où l'introduction d'un concept formel qui s'appelle la differential privacy, dont je vais vous parler. Donc, le langage de la differential privacy
utilise le concept donc, de dataset. Donc, un dataset, c'est une grande table où chaque ligne donne des informations sur un individu. Il y a le concept d'algorithme, c'est un concept assez large d'algorithme où un algorithme calcule, par exemple, ça va de la statistique au modèle de machine learning, voire au modèle de deep learning. Et la differential privacy regarde ce qui se passe quand, dans l'algorithme, on rentre deux datasets qui diffèrent d'un individu. Donc, on a remplacé un individu. Donc, la définition, je vous passe la définition formelle. Je vais juste vous donner les intuitions qu'elle signifie. Mais voilà, il y a le papier fondateur de Cynthia Dwork en 2006 qui décrit exactement ce qu'est la differential privacy. En gros, ce qu'elle signifie, c'est que la probabilité qu'un algorithme sur un des datasets donne une certaine réponse S ne doit pas être très différente de la probabilité que le même algorithme, differentially private, donne comme sortie, la probabilité que le même algorithme donne sur un dataset qui diffère d'un individu soit S. Et donc, ça signifie que si on trace les distributions des outputs de chaque algorithme, donc on voit en rouge ici, les distributions sont assez proches. Et l'écart entre les distributions, on appelle ça la privacy loss. C'est en gros la capacité, à partir de l'output d'un algorithme, à remonter à un individu. Donc, une des conséquences de cette définition, c'est que pour obtenir cette propriété de differential privacy, il faut que l'algorithme soit randomisé. Ensuite, une autre propriété importante, c'est la propriété de composition. Et donc, en gros, quand on a plusieurs algorithmes differentially private, on a le droit de les composer. Et il y a un théorème qui dit qu'on peut sommer la privacy loss, donc la consommation de privacy, d'où le fait que ça a un sens de parler d'un comptable de privacy, donc on parle d'accountant. Comme on peut composer des mécanismes de differentially private, on peut définir des briques de base. Donc, il y a un certain nombre de briques de base en fonction du type d'algorithme. Pour un algorithme qui renvoie une réponse binaire, on peut le transformer en algo differentially private en utilisant le randomized response mechanism. Quand on a un algorithme qui renvoie un réel, on peut utiliser le mécanisme de Laplace ou le mécanisme gaussien. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais s'il y a des questions sur ces sujets, je pourrais répondre. Quand un algo donne l'argmax d'une fonction, on peut utiliser le mécanisme exponentiel. Voilà, ça, c'est parmi les briques de base qui sont les plus populaires. Pour vous donner une idée un peu de l'importance de ce concept de differential privacy, c'est donc le recensement, le bureau du recensement américain, en 2020, a décidé de publier des résultats avec propriété de differential privacy. Ils publient également des jeux de données synthétiques avec propriété de differential privacy. Google a beaucoup investi aussi dans cette idée de construire des outils differentially private. Une application concrète, s'appelle Rapport. C'est en gros, Google Chrome envoie des signaux donc bruités de l'utilisation qui est faite du navigateur pour pouvoir faire des statistiques sur le trafic des sites. Apple a aussi investi dans la differential privacy pour renforcer la sécurité des données dans ces devices. On peut citer Microsoft dans LinkedIn, Uber ou Facebook, qui ont aussi investi dans ces technologies-là. Pour résumer un petit peu cette partie sur l'introduction à la differential privacy, la differential privacy, c'est vraiment un concept solide qui est fondé sur des principes mathématiques. Essentiellement, ça signifie un algorithme differentially private quand on ne peut pas faire d'inférence bayésienne à partir du résultat, de l'output de cet algorithme. Et donc, on ne peut pas déduire d'informations sur un individu à partir du résultat d'un algorithme. Une conséquence importante, c'est qu'il n'existe pas, enfin la differential privacy nécessite un côté randomisé, et donc il n'existe pas en fait de méthode d'anonymisation qui ne soit randomisée. Et donc tout algorithme déterministe forcément n'est pas de differentially private, sauf à être un algorithme trivial. La differential privacy, ce n'est pas une méthode en tant que telle,
c'est plutôt un cadre qui permet de mesurer comment dire, la fuite d'informations personnelles qui est inhérente à un algorithme qui travaille sur des données personnelles. Et donc, elle peut inspirer des méthodes qui optimisent ces métriques. Et pour finir, la differential privacy, elle donne un sens solide à la notion de budget de privacy et de coût en privacy d'une requête sur un dataset de données privées. Donc, pour illustrer un petit peu ces idées, je vais vous parler d'un mécanisme differentially private qui est un peu plus compliqué que juste le mécanisme gaussien, que de rajouter du bruit à une moyenne ou à une somme, qu'on appelle DPSGD. Donc, c'est vraiment une application de ce que je viens de dire. Donc, DPSGD, qu'est-ce que c'est? C'est la descente de gradient stochastique que la plupart d'entre vous connaissent, qui permet d'entraîner des modèles de machine learning ou de deep learning, qui est implémenté dans TensorFlow, PyTorch, et qui permet d'entraîner les modèles de NLP ou d'images. Mais c'est cet algorithme légèrement affecté. Donc, j'ai mis en rouge les lignes qui changent. En gros, à chaque étape de gradient, on va bruiter le gradient, et ça va donner une version differentially private de DPSGD. Pourquoi elle est differentially private? C'est en vertu du principe de composition dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, à chaque étape de gradient où on va descendre le long de la fonction de coût, chaque gradient, on va le bruiter, et chaque gradient va être considéré comme une requête qui va donner lieu à un coût en privacy que notre comptable va consciencieusement noter. Voilà. Donc, cela signifie qu'on peut, qu'on peut faire du deep learning differentially private. Alors oui, ok, mais bon, là, on a vu que chaque étape de descente de gradient donnait lieu à une consommation de privacy. Et donc, voilà, il n'y a pas de free lunch. Un modèle complexe qui sera forcément coûteux en privacy. Et coûteux en privacy, ça veut dire que si on dépasse notre budget, potentiellement, il pourrait être utilisé pour remonter de l'info personnelle. Et ça, c'est un fait bien connu de certains modèles de deep learning, c'est qu'ils embarquent parfois jusqu'à des images ou des données qui sont dans le dataset d'entraînement. Une manière de ne pas consommer trop de privacy, c'est d'avoir beaucoup de données. C'est de pré-entraîner son modèle sur des données publiques. Reste un certain nombre de questions. Par exemple, on peut s'interroger sur le fait d'entraîner 2 fois le même modèle, et on se demande pourquoi on devrait dans ce cas-là, payer 2 fois le coût de privacy, alors qu'il suffit de ne pas jeter le premier modèle, qui est le même que le second modèle. Donc, ça introduit la notion de recyclage de privacy et de requête avec état. Donc, voilà, cette question de savoir ce qui se passe quand je fais 2 fois la même requête, en fait, elle illustre un des problèmes fondamentaux de la differential privacy, qui est que si je fais chaque requête en isolation, sans aucune mémoire, je vais consommer beaucoup trop de privacy. Typiquement, quand je fais 2 fois la même requête, il faudrait que je me souvienne de la première, et que lorsque je fais la deuxième requête sur les données, je me souvienne simplement de la première requête. Mais au-delà de se souvenir de la dernière requête, si une requête est une combinaison linéaire de requêtes passées, il faut que je me souvienne des requêtes passées et que je renvoie directement la combinaison linéaire des résultats que j'avais donnés pour répondre à la dernière requête à coût de privacy nul. Et on voit bien que là où si par exemple je substitue, donc là ce schéma montre une situation où je fais des requêtes R1, R2, R3, R4, chacune consomme la privacy. Si j'introduis ce qu'on appelle un memoizer, donc c'est une structure de données donc qui peut être très très compliquée, mais qui va se souvenir de toutes les requêtes passées et qui va intelligemment utiliser les requêtes passées pour m'aider à répondre aux requêtes futures. Eh bien, je peux limiter le coût en privacy, et je peux même, dans certains cas, en fait, le rendre nul, c'est-à-dire si je fais 3 fois la même requête, les deuxième fois et troisième fois, grâce au memoizer, j'aurais consommé 0 privacy. Une requête, peut-être qui a un statut particulier, c'est la requête qui consiste à entraîner avec differential privacy un générateur de données synthétiques. Donc celle-là a un statut particulier parce qu'on peut lancer cette requête, on l'a fait une fois, et après on a un générateur de données synthétiques differentially private
qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut pour répondre aux requêtes futures. Donc, il consomme beaucoup de privacy au début, mais après, il permet de répondre à autant de requêtes qu'on veut à coût de privacy nul. Voilà, c'est pour vous donner une intuition un peu de ce que ça signifie de mémoriser en fait, les requêtes passées. Pour finir la présentation, je vais vous parler de ce qu'on fait avec la differential privacy en pratique. Donc, si on veut simplement, par exemple, faire une requête, une somme de valeurs et la rendre differentially private, bah, il faut savoir calculer les primitives dont je vous ai parlé, donc Laplace, Gaussian, exponential. C'est non trivial parce qu'il faut utiliser un générateur de bruit cryptographique. Il y a plein. C'est très très facile de faire des erreurs avec parce qu'on fait l'hypothèse qu'on utilise des réels, alors qu'en fait, en utilisant un float, la granularité du float fait qu'on peut perdre les propriétés differential privacy, etc. Donc, bien implémenter ces primitives, ce n'est pas si facile. Donc, si vous voulez utiliser ces primitives, il existe des implémentations open source. Donc, il y a Smart Noise qui est développé par Harvard. Google a développé aussi un certain nombre de primitives. IBM. Il y a aussi des primitives développées pour R, diffpriv. Voilà. Mais on sent qu'avec ces primitives, on ne va pas aller très loin. Et donc, un deuxième niveau d'abstraction est de regarder directement des requêtes composites. Donc, typiquement, une requête SQL differentially private, donc composée des primitives, des PSGD, l'estimation d'un range de valeurs differentially private, etc. Combiné avec un accountant, parce qu'à partir du moment où on a une requête composite, on veut pouvoir accumuler la perte de privacy. Et donc là, il y a des bibliothèques qui utilisent des primitives pour déployer des algorithmes composites. Donc, il y a Smart Noise SDK, il y a TensorFlow Privacy, Facebook Opacus, qui permettent de faire du deep learning differentially private avec un accountant, etc. Mais savoir faire une DPSGD avec TensorFlow Privacy, ça permet d'entraîner un modèle de deep learning differentially private et de le diffuser dans la nature sans risque. En revanche, bah, ça ne fait pas la mémorisation dont on a parlé. Ça ne permet pas non plus de travailler avec un client qui est potentiellement malveillant. Puisque, en gros, utiliser TensorFlow Privacy, ça suppose d'être collaboratif. C'est-à-dire, j'ai accès aux données, je veux entraîner un modèle avec Differential Privacy. Et donc, je suis forcément quelqu'un de confiance aux yeux de celui qui dispose des données. Et donc, la réponse, voilà, pour traiter ce cas-là qui est beaucoup plus global que les primitives dont on a parlé, c'est le produit qu'on a développé et dont Vincent va faire la démo. Donc, Sarus, c'est une API qui va s'installer près des données donc de l'input party. Et ça permet à un analyste ou un data scientist qui potentiellement est un hacker ou quelqu'un de malveillant, ça ne nous importe pas puisqu'on sécurise justement la relation, d'accéder à un catalogue de données, à des métadonnées, de télécharger des données synthétiques pour pouvoir développer son code R ou son code Python en local sans qu'il y ait de risque sur la privacy, de soumettre des requêtes SQL sur les données d'origine via l'API, ou d'entraîner même des modèles de machine learning, pareil sur les données remote. Donc Vincent, maintenant, va vous faire la démonstration de tout ça. Je te laisse l'écran, Vincent, tu veux? Oui, bonjour à tous. Je pense qu'il faut que tu libères Ouais. l'écran. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent, je suis le directeur technique de Sarus. Et donc, je vais vous présenter un petit peu à quoi ressemble le produit. Donc, vous avez vu dans la présentation, on a vraiment le logiciel qui va s'installer près des données sensibles et qui va exposer une API à l'extérieur. Donc, on va avoir finalement deux interfaces. L'une pour le propriétaire des données, qui va organiser les données dans Sarus, les mettre à disposition. Et puis, une interface pour l'analyste, le data scientist. Donc, je vais commencer par l'interface pour l'administrateur des données. Donc, on a une interface graphique qui est assez simple et qui va permettre de gérer des datasets et puis de les partager avec des utilisateurs qui ont des rôles, donc gérer les permissions, et puis fournir des pistes d'audit avec des logs d'accès. Donc là, on a déjà préparé pas mal de datasets de démo. Donc un dataset, on va en créer un. Un dataset, on va lui donner un nom. Et puis on va sélectionner des données. Donc là, on va prendre des données disponibles sur ma machine.
depuis un CSV, et puis on va le partager, par exemple, aux utilisateurs qui sont data scientists. Et là, on va rentrer dans un processus qui prend quelques minutes pour trouver le type de chaque feature, préparer dans le bon format interne les données, et puis ensuite calculer des représentations du dataset, ainsi que des fameuses données synthétiques. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Là, j'ai un petit warning parce que parfois, j'ai des catégories, j'ai des pays où j'ai assez peu d'entrées dans mon dataset. Donc, ça peut poser des questions de privacy. Donc là, j'ai un warning. Et puis, une fois que je suis d'accord sur le typage de mon dataset, je peux lancer les calculs de représentation et de données synthétiques. On a un dataset qu'on va étudier un peu plus sur des données de Covid. Donc, on a des données avec des images et puis différentes données cliniques sur des patients qui ont été testés pour le Covid. Alors, je vais reprendre un peu l'exemple d'Alice et Bob. Imaginons qu'on a deux équipes qui travaillent sur ces données et qui ont un accès SQL classique aux données. Et elles vont faire deux requêtes chacune, en fait, juste pour voir les patients positifs au Covid, la répartition, le nombre selon le genre. Et il se trouve que les deux équipes font des requêtes à 4 jours d'intervalle. Et voilà, ça donne des agrégats relativement importants. Donc, chacune se dit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse. J'ai aucune entrée avec une ou deux personnes, je peux publier ça. Le problème, évidemment, c'est que moi, en tant que hacker, je suis allé sur Twitter et j'ai vu ça. J'ai vu que cette personne a accompagné sa grand-mère à l'hôpital. Et je regarde ça. Donc ça, le trou, c'est la ligne là, c'est les femmes. Je regarde ça. Je me dis, ouh là là, il y a quelque chose à faire. Donc là, on voit évidemment que si le tweet il est arrivé dans cette période de temps, je sais que la grand-mère de la tweeteuse, elle est positive au coronavirus. Donc ça, c'est l'attaque classique. Finalement, même en faisant des agrégats, on peut récupérer de l'information sensible. Maintenant, je vais passer côté avec Sarus, côté data scientist. Alors, le data scientist ou l'analyste, on ne lui a pas donné d'interface graphique. On a été un peu dur avec lui parce qu'on sait qu'il a l'habitude de travailler dans son environnement. Donc, on lui a juste fourni une API REST et puis une petite librairie, un petit SDK Python pour se connecter à l'API REST. Donc, la première chose qu'il doit faire, alors là, on s'est mis dans un notebook hébergé par Google, mais ça peut être n'importe quel environnement Python, et puis c'est facile de développer des connecteurs dans d'autres langages. Donc, on va installer le petit connecteur, Sarus. Et puis, la première chose à faire, ça va être de se connecter à, à ce fameux serveur depuis l'extérieur. Donc, j'ai quand même il faut quand même que je me logue avec mon nom utilisateur. Voilà. Et je récupère la liste des datasets que l'administrateur m'a partagé. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Alors, moi, on a dit on va s'intéresser à Covid Day. Donc, je vais le sélectionner et je vais demander à Sarus de me donner une représentation graphique. Donc, là, on va avoir finalement les distributions des features. Donc, on voit bien les âges, les catégories. Alors, pour les images, on n'a pas de... faut qu'on travaille dessus, mais pour l'instant, on n'a pas de représentation globale de toutes les images. Mais il y a des images qui sont en fait les scanners thoraciques des patients sur lesquels on peut éventuellement voir s'il y a eu des dégâts à cause du Covid. Voilà, donc je sais un petit peu à quoi m'en tenir en tant que data scientist, mais c'est quand même assez pauvre. Donc, ce que j'aimerais, c'est toucher les données. Oui, mais on n'a pas le droit de voir les données. Alors, ce qu'on peut faire, c'est voir des données qui ressemblent. Les données qui ressemblent, c'est ces fameuses données synthétiques qui sont comme les visages de célébrités qui ont été générés par des GAN. Donc là, c'est des données qui ressemblent aux vraies données, mais qui ne sont pas issues. Ce n'est pas des données floutées. Elles ont été générées pour que chaque variable suive bien la distribution des variables d'origine, mais aussi qu'on respecte la distribution jointe de toutes les données. Donc, voilà, si les gens prennent du poids avec l'âge, par exemple, surtout les hommes, ça va se retrouver dans les données synthétiques. Donc ça va me permettre d'appréhender vraiment mon dataset.
Et puis après, je peux faire des requêtes SQL dessus. Donc là, j'ai pris les mêmes requêtes SQL que celles que je vous ai montrées dans l'exemple sans garantie differentially private. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, c'est les mêmes. Donc, c'est la première et puis 4 jours après. Donc là, on passe de 146,3 à 148,3. Et donc, moi, en tant qu'attaquant, si ces chiffres sont publiés, que j'ai le tweet de la dame qui a accompagné sa grand-mère, je ne peux rien en faire parce que je sais juste que déjà, ce n'est pas des nombres entiers, c'est un peu bizarre. Donc, je vois bien qu'il y a eu quand même quelque chose comme du bruit qui a été ajouté. Et puis, ça a augmenté de 2, mais ça aurait pu être 0,5, ça aurait pu être 0. Bref, c'est un peu aléatoire. Et donc, je ne peux pas en déduire quoi que ce soit sur le diagnostic de la grand-mère. Donc, finalement, l'idée, c'est que les méthodes classiques où on retire les noms, on retire les adresses, on agrège, ça ne marche pas, on peut faire des requêtes multiples, on peut ajouter d'autres datasets qui viennent de l'extérieur. Par contre, ce qui marche, c'est d'avoir des garanties de differential privacy. Donc ça, je vous ai montré ce que ça donne en requête SQL. Et on peut faire aussi du deep learning avec Keras et TensorFlow, en fait avec TensorFlow, sur le même principe. Donc on va là s'intéresser à la corrélation entre l'image, les fameux scanners thoraciques, et puis le diagnostic. Est-ce qu'on peut prédire le diagnostic à partir de l'image? Donc j'ai pris un réseau de neurones vraiment très classique, convolutionnel, que je n'ai pas inventé, que j'ai repris. Et puis on va essayer de l'entraîner sur ce dataset. Donc on le définit comme ça. Et puis je vais juste définir une petite fonction pour bien indiquer à Sarus de s'intéresser, de l'entraîner sur le dataset, mais on va juste s'intéresser à l'image et au diagnostic. Donc on va chercher la corrélation entre l'image et le diagnostic. On va oublier l'âge, le poids, etc. pour cet exemple. Donc je définis ça localement. Et puis je vais l'envoyer à distance sur le serveur Sarus. Donc, il y a une exécution distante. On va voir ce que ça fait. Donc, voilà, le modèle se compile. Il est envoyé côté serveur. Et puis, on devrait avoir l'entraînement Keras qui se lance. Et là, on récupère des métriques classiques de Keras de l'entraînement. Donc, pour bien insister, hein, là, l'entraînement ne se fait pas sur la machine du data scientist, mais sur le serveur qui est installé près des données, et donc il s'effectue sur les véritables données, avec le mécanisme de DPSGD qui garantit que le modèle sera bien differentially private. Quand on a fait ça, on a précisé différents paramètres, et notamment, on a précisé, notamment dans SQL et puis après aussi différents paramètres ici, qui fixent la quantité de privacy qu'on va allouer à ce calcul. Donc, si on souhaite pas consommer trop de privacy, on peut l'indiquer. Et puis, si au contraire, on est prêt à prendre toute la privacy disponible dans le budget, on peut le faire. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que, comme Nicolas le présentait, ce n'est pas juste entraîner un modèle de façon differentially private si on le souhaite, c'est vraiment une interface qui, quoi que vous fassiez, même si vous êtes un attaquant, même si vous êtes malveillant ou que vous faites une erreur, ne vous permet pas de faire autre chose que de la differential privacy. Et à la fin, on récupère ce modèle en local, et je peux le publier, je peux le mettre sur Internet, je sais qu'il ne contient aucune information personnelle. Et donc, je peux l'utiliser sur des nouvelles données. Par exemple, si je suis à l'hôpital, j'ai un nouveau patient qui arrive, un nouveau scanner, et puis voilà, ça c'est une véritable image. Et puis faire une prédiction, sachant que mon modèle, j'appelle une accuracy de 79%, donc c'est pas fantastique, mais ça permet quand même, ça montre qu'il a réussi à prédire un petit peu le diagnostic. Voilà, donc c'est l'état du produit aujourd'hui qui fonctionne pour faire des requêtes SQL et puis entraîner des modèles TensorFlow. On serait très heureux de répondre à vos questions. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on serait super heureux d'avoir votre CV, et donc envoyez-le nous puisqu'on recrute activement. Et puis aujourd'hui, donc on est très heureux d'annoncer qu'on ouvre
une instance de Sarus hébergée sur le cloud en private beta. Donc, si c'est des problématiques qui vous intéressent, qui vous parlent par rapport à votre travail ou à des partenaires que vous avez, écrivez-nous à invite@sarus.tech pour qu'on regarde avec vous et qu'on vous fournisse un accès à la plateforme pour que vous puissiez voir si ça répond à vos besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. On avait quelques questions dans le chat, donc je vous invite, ceux qui auraient des questions, à les écrire dans le chat ou à vous manifester, comme ça on vous donnera la parole. Alors, il y avait une première question de Fabien. Je ne sais pas si Fabien, tu veux prendre la parole ou si tu préfères que je lise directement la question. Non, bonjour à tous. Super présentation, merci beaucoup, hein. C'est un sujet passionnant, les données synthétiques. Et comment vous faites là sur les données que vous générez, justement pour savoir si ça provient d'un dataset synthétique ou d'un dataset normal? Parce que globalement, une question qu'on pourrait se dire, vous suivez les distributions, mais en fait, c'est tout ce qui est corrélation entre les features qui est intéressant. Et si on n'arrive pas à différencier que ça sort de l'un à l'autre, on pourrait se dire effectivement, au final, j'ai généré de la donnée synthétique parfaite. Alors, donc oui, on modélise la distribution jointe de toutes les variables. Donc on a des stratégies pour factoriser quand même un problème, c'est-à-dire qu'on va pas, on a un modèle un peu hiérarchique, c'est-à-dire les images, on met pas chaque pixel en corrélation avec tous les autres pixels d'une autre image, etc. Donc on a un peu une stratégie comme ça hiérarchique et on apprend des modèles qui vont apprendre la distribution conjointe. Après, on peut apprendre des distributions assez fines. L'état de l'art dans la littérature académique montre qu'on n'est pas encore à des images, ou des données totalement indiscernables des données d'origine. Et la differential privacy vient entraver aussi cet effort-là de se rapprocher de la distribution d'origine. Donc voilà, peut-être, ouais, je ne sais pas si ça répond, mais donc voilà, les données sont... Nous, notre objectif avec les données synthétiques, c'est plus de donner un support pour que le développeur puisse développer du code en local, voir à quoi ressemblent les données. Parce que dans les données synthétiques, on verra la proportion, par exemple, des données manquantes, on verra les points aberrants. C'est assez fidèle quand même pour voir les intuitions que peuvent se faire un data scientist en regardant le dataset. Notamment les corrélations entre deux features, elles sont très fidèles. Ce qui sera un peu moins fidèle, c'est les corrélations d'ordre K ou les images qu'on va générer. Parfois, elles auront des artefacts, etc. Donc, ça c'est beaucoup plus dur. Mais en revanche, les corrélations entre deux variables réelles, par exemple, elles sont très fidèles. Et donc, un data scientist qui a l'habitude de faire un XY plot pour voir, ou des corrélations, plot de corrélation, lui, sur données synthétiques, il ne verra pas vraiment la différence. Voilà. Merci. Ensuite, il y a une question de Romain. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Yes, merci Florent. Merci pour la presse, c'était hyper clair. Moi, j'avais une question sur la performance prédictive. Est-ce que vous êtes amusé à mesurer la perte potentielle, si elle existe, de la performance prédictive quand on apprend sur des données synthétiques versus quand on apprend sur les données brutes? Oui, il y a pas mal de papiers là-dessus d'ailleurs. Donc en fait, nous, notre premier critère de succès pour les données synthétiques quand on a commencé, c'était que les requêtes SQL se passent bien sur données synthétiques comme sur données initiales. Ça a été notre priorité. Et donc, on s'est assuré. Et donc là, on arrive à avoir des très bonnes performances sur les requêtes SQL. Sur l'entraînement sur les performances prédictives d'un modèle, là, donc, nous, aujourd'hui, on ne garantit pas que les données synthétiques, elles permettent d'apprendre un modèle très fin, sans problème. D'ailleurs, on peut décerner à l'œil nu, je ne sais pas si vous avez vu les données synthétiques là, que Vincent présentait, on voit des petits artefacts, etc. Donc, on peut préapprendre un modèle, c'est-à-dire on peut commencer à l'entraîner sur données synthétiques, et donc à coût de privacy nul, et ensuite consommer la privacy pour entraîner sur les vraies données. Voilà. Mais donc,
voilà. Nous, on fait des benchmarks régulièrement. Ça marche très bien sur requête SQL, sur apprentissage de deep learning, sur données synthétiques. Voilà, ce n'est pas notre objectif pour l'instant. Merci. Je crois qu'enfin, il y avait une question de Maximilien. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ok, top. Merci déjà pour cette presse, c'était super clair et c'était hyper intéressant, donc bravo. Et ma question, alors, peut-être pas très claire, mais elle se rapproche pas mal de celle que Fabien a posée. C'était bon, potentiellement, vous générez des données qui sont basées sur, par exemple, vous avez des images et un vecteur multivarié qui est potentiellement en grande dimension. Donc, c'est-à-dire que vous avez potentiellement, ça peut arriver qu'il y ait des situations où vous n'avez pas beaucoup de points pour apprendre la distribution. Et donc du coup, est-ce que c'est déjà ça pose problème et comment vous le mesurez, cette différence, enfin, que vous convergez bien vers la bonne distribution, surtout avec des données un peu hétérogènes et potentiellement en grande dimension? Donc là, ma réponse rapide, ça va être qu'on est en train de… On a soumis un papier qui parle de notre méthodologie de données synthétiques à IGCAI 2021. Donc, si on est pris, vous pourrez lire notre papier. J'ai hâte de lire. Voilà. Et un peu plus en détail, donc nous, le critère qu'on optimise, c'est la vraisemblance des données. Et donc, après, on a des stratégies pour se ramener à des… Enfin, comment dire ? On a un modèle qui est hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va… en fait, un des problèmes avec la differential privacy, c'est que c'est coûteux d'apprendre sur le dataset privé. Et donc, tout l'enjeu du deep learning et notamment de l'apprentissage d'un modèle de données synthétiques sur données privées, c'est de pré-entraîner un maximum le modèle. Et donc, par exemple, quand on a des images, eh bien, on n'est pas obligé d'apprendre sur données privées comment détecter des bords, comment détecter des patterns, etc. On va utiliser un modèle d'image pré-entraîné et on va simplement le raffiner ensuite sur les données particulières. Et donc, on a développé, c'est ça qui est l'objet de notre papier, on a développé une architecture qui permet d'utiliser différents types de modèles, donc soit GAN, par exemple, pour les images, soit des transformers pour le NLP, et qui permet de générer une distribution conjointe entre images, NLP, données réelles, séries temporelles, en les combinant avec un transformer qui va combiner tout ça et qui va permettre de modéliser comment dire, les relations, la corrélation conjointe de tous les features de plus bas niveau. Très clair. Cool. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la présentation de Hawkin, enfin de Constance d'Hawkin, car il nous reste tout pile 40 minutes. Ok, parfait. Je partage juste mon écran. Hop. Ok. Alors, bonjour. Donc déjà, merci pour l'invitation au Meetup. Et donc, je vais présenter un peu qu'est-ce que le fédéré, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage fédéré et pourquoi on l'utilise à Hawkin. Donc, Hawkin, c'est une startup qui a été créée en 2016. Et le but, c'est vraiment d'améliorer la médecine à l'aide de machine learning. Donc, améliorer la médecine, ça peut être accélérer la détection de cancer ou la détection de maladie. Ça peut être de mieux choisir un traitement pour une maladie suivant les données du patient et la découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Et donc, le principe, c'est que en machine learning, plus on a une base de données qui est grande, plus on a un modèle appris qui est performant. Sauf que chaque hôpital a sa propre base de données. Et donc, comment faire de l'apprentissage sur les bases de données, sur l'union des bases de données de tous les hôpitaux, sans faire fuir d'informations et sans créer une grosse base de données, parce qu'on ne peut pas faire sortir les données des hôpitaux pour des raisons de sécurité. Donc, voilà. Donc, le fédéré. Donc, d'abord, je vais parler un peu des challenges qu'il y a actuellement en machine learning. Donc, il y a des challenges au niveau de l'acquisition des données, parce que les données, elles sont éparpillées chez plein de clients. Donc, par exemple, nous, pour les hôpitaux, elles sont éparpillées sur les différents hôpitaux. Ou pour Google, pour faire de la prédiction de messages, c'est éparpillé sur tous les smartphones de tous les clients. Et donc, si on veut rapatrier toutes ces données sur un
Dans un data center, c'est assez coûteux. Et puis, il y a aussi le coût du data center. Donc, ça peut être un problème. Il y a les problèmes de calcul. Donc, si on a des bases de données de plus en plus grandes, on va avoir besoin de plus en plus de puissance de calcul pour apprendre nos modèles. Et donc, souvent, on va devoir paralyser ces calculs entre différents serveurs et ça peut être assez compliqué et assez coûteux. Et puis, si on veut rapatrier toutes les données au même endroit, on a aussi des problèmes de régulation, donc tout ce qui est RGPD qui va nous interdire justement de rapatrier toutes ces données au même endroit. Et donc, le fédéré va répondre un peu à tous ces problèmes parce que déjà, au niveau de l'acquisition, les données vont rester chez le client. Donc, on n'a pas besoin d'acheter un data center pour stocker toutes les autres données. On a besoin de les uploader. Elles ne vont jamais sortir du client. Après, au niveau du calcul, on va profiter de la puissance de calcul de tous les clients. Les clients vont faire des calculs sur les données, vont après apprendre des modèles et après, on va agréger ces différents modèles. Donc, on aura besoin d'une infrastructure un peu plus faible pour apprendre notre modèle. Et puis, au niveau des restrictions, la donnée reste chez le client, donc on a moins de problèmes RGPD, même si il y a de l'information qui peut fuir des modèles après, donc il faut quand même faire attention. Et puis, chaque client peut choisir de, oui ou non, participer à l'apprentissage de ce modèle. Donc, le fédéré, c'est un peu partout. Donc, comme je disais tout à l'heure, Google l'utilise pour tout ce qui est prédiction de texte quand on tape un message sur un mobile. Et donc, le modèle est appris avec tous les utilisateurs Google. Dans le domaine médical, donc, nous, on peut avoir, par exemple, des bases de données qui viennent de différents labos pharmaceutiques ou de différents hôpitaux. Et donc, on veut pouvoir apprendre un modèle en profitant de toutes ces données, mais tout en laissant les données chez le client, chez les différents clients. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi assistants vocaux qui utilisent le fédéré. Donc, le fédéré est vraiment très, très présent actuellement. Et donc, la question, c'est comment on va pouvoir apprendre de manière efficace sur des bases de données sans les regrouper au même endroit. L'algo le plus connu, c'est ce qu'on appelle Federated Averaging, donc, qui est sorti en 2016. Donc là, c'est un exemple avec des hôpitaux. Donc, on a 3 hôpitaux. Ils ont chacun leur base de données. Et on veut apprendre un modèle qui profite justement de toutes ces bases de données. Donc, juste un peu, ce qui se passe, c'est que chaque hôpital va calculer une loss locale sur ces données. Et puis après, on va faire une moyenne des losses. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut obtenir, en fait. C'est à chaque fois qu'on apprend un modèle de machine learning en réseau de neurones, on cherche à minimiser une loss. Et donc, la loss qu'on veut minimiser, c'est la moyenne pondérée des losses des différents clients. Et alors, je ne vais pas rentrer en détail de exactement comment ça marche, mais juste les grandes idées. Les grandes idées, c'est qu'on a un serveur au milieu, un agrégateur, qui va partir d'un modèle initial avec des poids aléatoires. Ils vont envoyer ce modèle à chaque hôpital. Chaque hôpital va optimiser le modèle sur sa base de données. Donc, il va faire un certain nombre de descentes de gradient pour optimiser le modèle. Donc, chaque hôpital, à la fin, va avoir un modèle différent parce qu'il n'a pas la même base de données. Donc là, il optimise le modèle. Et après, chaque hôpital va renvoyer à l'agrégateur son nouveau modèle. Et enfin, on va faire une moyenne pondérée de ces différents modèles qui va nous donner le nouveau modèle commun. Et puis, on va faire plusieurs fois itérativement cette même étape pour converger vers un modèle qui a des bonnes performances. Donc ça, c'est le principe, c'est l'algo le plus utilisé en federated learning. Alors, il y a beaucoup de challenges qui apparaissent en federated learning parce que c'est un domaine assez récent. Donc là, ce que j'ai présenté, c'est un algo pour faire du federated learning sur des réseaux de neurones avec ce qu'on appelle une loss séparable, c'est-à-dire que si je reviens là, la loss, on peut calculer la loss chez chacun des clients et c'est juste la moyenne des losses des clients. Mais la loss ne dépend pas des données qui appartiennent aux autres clients, la loss locale. On peut avoir des losses qui ne sont pas séparables sur des problèmes de survie en médecine, par exemple la Cox loss. Donc, ça peut poser des problèmes sur comment on va fédérer des modèles comme ça. Donc là, c'était Federated Averaging, on fait de l'apprentissage sur des réseaux de neurones. Mais la question, c'est comment on fait de l'apprentissage fédéré sur des arbres.
Il y a encore beaucoup de questions ouvertes en machine learning dans le domaine du fédéré. Il y a les problèmes d'hétérogénéité. Si on a des distributions vraiment hétérogènes d'un centre à l'autre, eh ben, on peut avoir des problèmes à ce que le modèle joint converge et soit efficace pour tous les modèles, pour tous les centres après. Donc, on a des gros problèmes d'hétérogénéité qui peuvent arriver. On peut avoir des modèles de privacy, donc, comme parlait Sarus tout à l'heure. Le problème, c'est que donc, dans le Federated Averaging, chaque centre, il va régulièrement envoyer un modèle au serveur, et ce modèle, il va forcément faire fuir de l'information sur les données de sa base de données. Donc, comment utiliser des méthodes justement pour limiter cette fuite d'informations. Et puis, on va avoir des problèmes de communication parce que si, par exemple, on cherche à apprendre un réseau de neurones qui est très, très grand, donc qui a beaucoup de poids, et du coup, à chaque étape de l'apprentissage, chaque client va envoyer le modèle à l'agrégateur et l'agrégateur, après avoir agrégé, il va renvoyer le modèle à tous les clients. Et vu que cette étape va être faite plusieurs fois jusqu'à convergence, ça peut engendrer des gros coûts en communication et un apprentissage qui va être plus long. Donc, il y a beaucoup de challenges en machine learning. Et à Hawkin, on travaille un peu sur tous ces challenges-là, suivant nos use cases au niveau des hôpitaux. Donc, on a un article sur Survival Analysis donc c'est ce que je disais, sur comment fédérer de la Cox loss, donc des losses qui ne sont pas séparables entre les différents datasets. On a un article Sailobian, comment fédérer des réseaux de neurones avec des couches de batch normalisation, parce que la batch normalisation, avant, ce n'était pas expliqué sur comment le fédérer, comment faire de l'apprentissage fédéré dessus. On travaille aussi beaucoup sur de la privacy, donc 2 articles sur de la DP. IDASH, en fait, c'est une compétition qui a lieu tous les ans sur sécuriser des données génomiques et comment faire de l'apprentissage sur des données génomiques de manière sécurisée. Et donc, cette année, il y avait une partie qui était sur de la differential privacy, donc comment sécuriser un algo de federated learning avec de la differential privacy. Et donc, voilà, donc on a fini 3e sur cette compétition. On a écrit un papier qui présente notre méthode. Et puis, on a aussi des méthodes qui permettent un papier Sparse Secure Aggregation, qui est entre la privacy et la communication. C'est si on veut réduire la communication, donc on va sparsifier, on va compresser les modèles qu'on envoie, mais en plus, on veut que notre agrégation soit sécurisée. C'est-à-dire qu'on veut que le serveur central, il apprenne rien, donc il apprend aucun modèle intermédiaire, il n'apprend pas le nouveau modèle joint, et que les hôpitaux, ils arrivent à calculer l'agrégation des différents modèles, mais sans apprendre les modèles locaux des autres clients. Voilà, donc on travaille un peu sur tous les challenges qui se trouvent en fédéré. Je vais rentrer un peu plus en détail sur les différents challenges sur l'hétérogénéité et la privacy. Donc l'hétérogénéité, ça peut être vraiment un gros problème chez nous à Hawkin, parce qu'on travaille beaucoup sur des données histologie. Donc les données histologie, c'est on fait une biopsie, donc on prend un morceau de tissu chez quelqu'un, on le met sur une plaquette de microscope. Et par exemple, si on veut détecter si quelqu'un a un cancer, un médecin, il met 3 à 4 heures à analyser la plaquette de microscope. Donc, c'est quand même très, très coûteux pour un médecin. Et donc, ces plaquettes de microscope peuvent être numérisées à très haute résolution. Et nous, on peut faire un apprentissage dessus, apprendre un réseau de neurones, justement, pour dire aux médecins, dans telle zone, il y a un cancer, telle zone, il n'y a pas de cancer, sur la lamelle. Donc, automatiser ce processus, c'est justement avoir une analyse plus rapide de la maladie. Est-ce que le patient a une tumeur ou pas. Donc là, on a une plaquette, ce qu'on appelle un slide. Donc, c'est la numérisation d'une lamelle de microscope. Donc, c'est très, très gros comme image. C'est du 100 000 x 100 000 pixels. Et ce qu'on veut, c'est que notre réseau de neurones, il analyse tous les petits carrés sur l'image. Et donc, on va couper l'image en plein de petits carrés qu'on appelle des tiles. Et pour chaque petit carré, on veut qu'ils disent est-ce qu'il y a une tumeur ou pas. Le but, c'est que du coup, après, on dise au médecin, là, il y a une tumeur, là, il y a une tumeur, et qu'après, le médecin vérifie derrière, parce qu'en médecine, on a toujours besoin d'avoir un médecin qui valide derrière.
Donc, ça lui permet juste d'analyser les parties qu'on lui montre. Et donc, comme j'ai dit précédemment, pour avoir un modèle le plus performant possible, il faut avoir une base de données la plus grande possible. Et donc, on va apprendre, par exemple, sur une base de données qui est l'union des bases de données de 3 hôpitaux. Donc, on va apprendre à fédérer dessus. Mais par contre, là, on voit déjà là, sur les images qui viennent de 3 hôpitaux, on peut avoir une différence de distribution des couleurs. Donc ça, c'est une base de données publique, c'est Chameleon 16. Donc, on peut avoir une grosse différence de distribution des couleurs. Et puis, on peut avoir une différence de distribution au niveau des patients, des différents hôpitaux, de toute la préparation de la lamelle de microscope. Après, la différence de couleur, elle vient aussi parce que chaque hôpital va utiliser, en fait, pour que le tissu soit bien visible sur la lamelle du microscope, l'hôpital va utiliser un produit chimique qu'il va mettre sur la lamelle du microscope. Et le produit chimique n'est pas le même d'un hôpital à l'autre. Et donc, du coup, on va avoir des grosses différences d'image. On va avoir des scanners différents d'un hôpital à l'autre, qui vont jouer aussi sur l'image. Et donc, tout ça, il y a beaucoup de papiers qui disent que ça affecte l'apprentissage et ça rend l'apprentissage fédéré plus difficile. Donc ça, c'est un des gros challenges en fédéré, c'est l'hétérogénéité des données et la privacy, un peu comme expliqué par Sarus avant. Donc, sans parler de fédérer, juste en machine learning, on apprend un modèle, on veut le donner à quelqu'un. Ça peut faire fuir beaucoup d'informations. Donc, il y a 2 grands risques qu'on appelle confidentiality risk, qui est qu'on peut retrouver des données d'apprentissage. On peut reconstruire des données d'apprentissage à partir du modèle appris. Et puis, privacy risk, qui est si on a la donnée de quelqu'un, eh ben, on peut dire avec une grande probabilité, est-ce que cette donnée était dans la base d'apprentissage ou pas. Donc, il y a beaucoup d'attaques qui existent en machine learning à partir de modèles appris. Et en fédéré, ces attaques sont encore plus présentes parce que si notre agrégateur est malveillant, l'agrégateur, il n'a pas juste le modèle final, mais il a tous les modèles intermédiaires que lui ont envoyés les clients. Et donc, ces attaques vont être encore plus efficaces en fédéré. Et donc, les grandes méthodes pour sécuriser, donc il y a la differential privacy comme présenté par Sarah juste avant, mais qui peut être assez lourde si on a si on a un gros modèle à apprendre. Et souvent, les méthodes les plus utilisées, c'est un mix de differential privacy et de secure multiparty computation ou morphic encryption, qui sont 2 grands concepts en crypto. Donc, le premier, il permet donc ça, c'est un exemple, on a 3 clients. Chacun a sa donnée X, Y, Z, et la secure multiparty computation permet de calculer f de X, Y, Z, mais sans révéler X, Y et Z aux autres clients. Donc, chaque client, à la fin du calcul, va obtenir l'output de la fonction, mais personne ne va révéler son entrée à personne. Et puis, il y a tout ce qui est homomorphic encryption, qui consiste à faire des calculs dans le domaine sécurisé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu l'idée de voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire en fédéré? On va apprendre sur un modèle sur l'union de bases de données, sans regrouper les bases de données au même endroit. Et donc, du coup, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de challenges à relever dans ce domaine-là. Et donc, je vais présenter juste un de nos papiers qui explique comment traiter la batch normalisation en fédéré et qui va nous aider à résoudre le problème d'hétérogénéité des bases de données. Alors, nous, à Hawkin, il y a différents settings en apprentissage fédéré. Donc, si on regarde Google, par exemple, pour la prédiction du prochain mot sur un smartphone, qu'est-ce qu'il a? Il a énormément de clients, parce que c'est tous les clients qui ont des smartphones, mais il a une toute petite base de données par client. Alors que nous, on travaille plutôt sur du collaborative federated learning à Hawkin, parce qu'on travaille sur des données médicales. Et c'est un peu un setup inverse, et on a plutôt très peu de clients. On va avoir 3 à 5 hôpitaux qui vont accepter d'apprendre un modèle entre eux. Donc, on a plutôt très peu de clients, mais pour chaque client, on va avoir une base de données plus conséquente. Donc, chaque client, nous, va être capable d'apprendre un modèle qui marche plutôt bien sur ce qu'il veut faire, donc par exemple de la détection de cancer, mais il veut améliorer les performances de ce modèle
qui pourrait apprendre en local juste avec sa base de données, en profitant des bases de données, de ce partenariat avec les hôpitaux, avec les autres hôpitaux et en profitant des données qu'ont les autres hôpitaux. Et aussi par rapport à Google, Google peut avoir des problèmes de connectivité, c'est-à-dire que les différents clients vont se connecter, se déconnecter, vont participer à une partie de l'apprentissage, puis après le smartphone n'aura plus de batterie, il va arrêter de participer à la suite de l'apprentissage. Nous, on ne va pas avoir ce problème de connectivité dans nos use cases. Alors du coup, nous, on a traité dans ce papier, on a traité donc, tout ce qui est détection de cancer du sein à partir de lamelles histologie, de lamelles de microscope. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour chaque petite zone de la lamelle, on veut dire si oui ou non il y a une tumeur. Et on voulait utiliser la batch normalisation parce qu'en fait, en machine learning, la batch normalisation est une couche qui est très utilisée pour tout ce qui est traitement de linéamage. Ça a permis de faire d'énormes améliorations au niveau des performances et au niveau de la vitesse d'apprentissage. Donc, on voulait utiliser cette couche de batch normalisation, sauf que y avait, à l'époque, il n'y avait aucun papier qui expliquait comment utiliser la couche de batch normalisation en fédéré. Donc, juste un petit rappel de qu'est-ce que c'est que la couche de batch normalisation. Donc, on va avoir X qui est l'entrée au niveau de cette couche-là. On va calculer des statistiques, la moyenne et la variance sur X, sur l'entrée de la couche, pour normaliser cette entrée X. Et après, on a des paramètres, on va faire une combinaison linéaire, enfin une combinaison linéaire. Comment dire ça ? On a deux paramètres d'apprentissage, gamma et bêta, qui vont permettre de transformer X de manière linéaire. Et donc là, on a la sortie de notre couche de normalisation, de notre couche de batch normalisation. Et on voit que ces deux types de paramètres, mu sigma et gamma bêta, ne jouent pas le même rôle. Parce que mu sigma, c'est des statistiques qui vont être calculées à chaque fois et qui vont dépendre énormément de la distribution de données sur notre base d'apprentissage. Et gamma et bêta, à l'inverse, ce sont des paramètres qui vont être entraînés et qui vont évoluer au fur et à mesure d'apprentissage. Alors, et en fait, la couche de batch normalisation n'est pas bien définie en fédéré, parce que idéalement, il faudrait calculer un mu et sigma conjoint pour chaque client, conjoint sur l'union des bases de données. Ça veut dire que chaque client, il fait sa couche forward, il apprend jusqu'à la couche de batch normalisation, il envoie toutes les informations pour calculer un mu sigma global, et puis après, on continue à prendre le forward, la phase forward jusqu'aux prochaines couches de batch normalisation, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est assez coûteux en communication. Ou sinon, on pourrait se dire, peut-être que ça marcherait, chaque client, il apprend son mu et sigma que sur sa base de données, et comme on traite mu sigma comme les autres paramètres entraînables, et on fait une moyenne des mu sigma lors de l'agrégation des différents clients. Alors, si on fait la première méthode qui consiste à avoir un mu sigma global, donc on fait le forward jusqu'à la couche de batch norm et on partage des informations pour calculer un mu sigma global. Et là, du coup, on va avoir beaucoup de communication. On va avoir deux problèmes, c'est qu'on va avoir beaucoup de communication. Et le deuxième problème, c'est que mu sigma, vu que c'est vraiment des statistiques qui vont révéler beaucoup d'informations sur les statistiques de la base d'apprentissage, on va faire fuir beaucoup d'informations. Donc, on ne veut surtout pas faire ça. Et si chaque client, il apprend mu sigma de son côté et qu'à chaque fin d'étape d'apprentissage, on fait une moyenne des mu sigma de chaque client, et là, on va perdre beaucoup en performance et ça ne va pas donner de bonnes performances le modèle ne va pas avoir de bonnes performances finalement, il ne va pas réussir à bien détecter les cancers. Et donc, ce qu'on a proposé à Hawkins, c'est que pour chaque phase round de fédéré, gamma et bêta, donc c'est des paramètres d'apprentissage. Pour notre couche de batch norm, enfin, pour les couches qui ne sont pas de la batch norm, tous les paramètres entraînables, on va les apprendre comme d'habitude avec le federated averaging, on va faire une moyenne. Pour les paramètres de batch norm, on a les paramètres de statistiques et les paramètres entraînables. Pour les paramètres entraînables, on va faire comme les autres poids du modèle, on va faire une moyenne, comme en fédéré. Et pour les paramètres qui sont des statistiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder en local au niveau de l'hôpital.
de chaque hôpital. Donc, l'hôpital A, il aura ses propres paramètres globaux, ses propres statistiques, et donc il ne les partagera pas. Et l'hôpital B aura ses propres statistiques et ne les partagera pas. Ce qui fait que chaque hôpital, il va avoir un modèle différent. À la fin de l'apprentissage, le modèle de chaque hôpital sera différent. Et si on compare les modèles des différents hôpitaux, ils auront exactement les mêmes paramètres entraînables, parce qu'ils les auront moyennés régulièrement. Mais par contre, les paramètres de statistiques, ils seront différents et ils seront vraiment personnalisés par rapport à la base de données de l'hôpital. Donc, ça a deux avantages. Donc, ça peut être un avantage ou pas, mais on va avoir une personnalisation du modèle. Parce que le modèle qu'aura obtenu l'hôpital B à la fin de l'apprentissage, eh ben, il sera performant pour l'hôpital B. Et le modèle appris en fédéré et qu'aura obtenu l'hôpital A à la fin de l'apprentissage, il sera performant pour l'hôpital A. Ça peut poser des problèmes parce que le modèle qu'aura obtenu l'hôpital A à la fin de l'apprentissage, on peut se dire, si on a un nouvel hôpital qui veut utiliser ce modèle, les paramètres de statistiques ne seront pas adaptés à ce nouveau hôpital. Et donc, du coup, ça ne va pas donner de bonne performance sur le nouvel hôpital. Donc, on peut avoir des problèmes de généralisation, mais j'expliquerai après comment on les résout. Mais ça nous permet d'avoir un modèle très performant dans chaque hôpital. Et puis, au niveau de la sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, les paramètres mu et sigma, donc les statistiques, sont des paramètres qui sont très proches des distributions de la base de données. Et donc, ça révèle beaucoup d'informations. Et le fait de les partager à personne et de les garder en local dans chaque hôpital, ça permet d'améliorer un peu la sécurité. Alors après, donc ça, c'est nos résultats. Donc, on a testé notre algo sur deux bases de données, donc Chameleon 16 et Chameleon 17. Donc, Chameleon 16, c'est une base de données, les deux, ce sont des bases de données de la MEL d'histologie pour détecter, pour tout ce qui est détection du cancer du sein. Chameleon 16, c'est des données qui viennent de 2 hôpitaux, et Chameleon 17, c'est des données qui viennent de 5 hôpitaux différents. Donc, ce qu'on appelle pool en fédéré, c'est un peu ce qu'on voudrait obtenir idéalement. C'est, vu que c'est des bases de données publiques, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on va regrouper, on va rassembler les bases de données. Donc, par exemple, je vais juste expliquer sur Chameleon 16. Donc, on a 2 hôpitaux. On va rassembler les bases de données des 2 hôpitaux au même endroit et on va faire un apprentissage classique de machine learning sans fédérer sur l'union de ces bases de données. Donc, c'est un peu la target qu'on aimerait obtenir en fédéré. Local, c'est donc Chameleon 16, on a 2 hôpitaux, l'hôpital A et l'hôpital B. Et ben, on va apprendre un modèle que sur les données de l'hôpital A et on va tester ce modèle sur l'hôpital A, et on va apprendre un modèle que sur les données de l'hôpital B et on va tester ce modèle sur l'hôpital B. Puis on va faire une moyenne des accuracies. Et donc ça, idéalement, on veut que notre modèle fédéré il soit meilleur que le modèle local parce qu'on veut que les hôpitaux ils ont un intérêt justement à faire un apprentissage fédéré. Fedaverage, donc on a un modèle, un réseau de neurones avec des couches de batch normalisation, et on va considérer les paramètres de statistiques de la couche de batch normalisation. On va considérer que c'est comme les autres paramètres d'apprentissage, et donc on va juste les moyenner comme en Fedaverage. Chaque client va apprendre les modèles de son côté, et puis à la fin, une fois qu'il a fait ces différentes étapes d'optimisation, il envoie son modèle et on average tous les paramètres, peu importe que ce soit des modèles, des paramètres d'apprentissage ou des paramètres de statistiques. Et donc, on va repartir de ce modèle-là, mais on va calculer une moyenne de ces statistiques. Et donc là, on voit que si on fait ça bêtement, donc si on applique la couche de batch normalisation sans réfléchir, et on voit qu'on a des moins bonnes performances que le local. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Donc, on voit justement la difficulté d'appliquer un apprentissage fédéré sur des couches de batch normalisation. Et si on utilise notre méthode, le SiloBN, où là, justement, ces paramètres, ces données statistiques, on les garde en local et on les moyenne pas entre les différents centres, et là, du coup, on voit qu'on arrive à avoir des performances similaires à pool.
Donc, similaire au fait que, similaire à Pool, où Pool, c'est quand on a regroupé toutes les bases de données au même endroit et on a appris sur l'union des bases de données. Donc, on voit que notre méthode marche bien, elle atteint les performances qu'on veut. Et après, on s'est dit aussi que le problème de notre modèle, c'est que on va apprendre, par exemple, on apprend sur la base de données Camel 16, donc on apprend sur 2 hôpitaux en fédéré, mais on a un modèle qui va bien marcher sur le premier hôpital, on a un autre modèle qui va bien marcher sur le deuxième hôpital, mais comment on peut faire pour utiliser ce modèle sur un hôpital qui n'a pas servi pour l'apprentissage? Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser notre deuxième base de données, Chameleon 17, et donc on va se demander comment on peut adapter ces modèles appris pour qu'ils marchent bien sur les hôpitaux de cette base de données. Et donc, on va utiliser une technique qui existait déjà, qui s'appelle AdaBN, qui consiste à réévaluer justement ces paramètres, ces paramètres de statistiques sur notre base de données de test. Et donc, le principe, c'est qu'à la fin de l'apprentissage fédéré sur les 2 centres, on a 2 modèles. Ces 2 modèles, ils ont exactement les mêmes paramètres d'apprentissage, des paramètres qui sont égaux entre les 2 modèles, mais par contre, ils ont des paramètres de statistiques qui sont différents d'un modèle à l'autre. Et donc, on va utiliser ces paramètres d'apprentissage communs, on va les utiliser pour notre modèle qu'on veut utiliser sur le premier hôpital. Et par contre, ces paramètres de statistiques, on va les réévaluer sur la base de tests qu'on veut tester. Donc, pour chaque hôpital, voilà, on va réévaluer les paramètres de statistiques, on va créer un modèle et ce modèle-là, on va le tester uniquement sur cet hôpital-là. Et donc, si on vient aux performances, donc avec notre méthode Silo-BNN plus AdaBN, donc on a 5 hôpitaux dans Chameleon 17. Donc là, on a les performances obtenues sur chacun des hôpitaux. On a aussi, vu qu'en fait, fait average tout à l'heure, fait average avec de la batch norm, on voit que ça casse un peu toutes les performances. On avait des meilleures performances si on enlevait les couches de batch norm et qu'on apprenait avec fait average sur un réseau sans couche de batch norm. On avait des moins bonnes performances que Silo-BN, c'est des performances qui sont entre les deux. Donc là, ce qu'on a testé, c'est qu'on s'est dit qu'on prend le modèle, on prend un réseau de neurones sans couche de batch norm et on applique du fait average. Et donc, on l'apprend en fédéré entre les 2 hôpitaux. Et après, ce modèle appris, on le teste sur chacun des hôpitaux. Donc, ça donne les performances la deuxième ligne de performance. Et si on fait une moyenne des performances sur l'ensemble des hôpitaux, donc on voit déjà que sur certains hôpitaux, on a fait average qui marche mieux. Sur d'autres hôpitaux, on a notre méthode qui marche mieux pour la généralisation. Et si on fait une moyenne de toutes ces performances, on voit qu'en moyenne, notre modèle, il gagne 2 points d'accuracy et qu'en plus, il est plus robuste, il a une variance plus faible, donc il est moins instable en généralisation. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc c'est dans ce meetup, donc j'ai présenté globalement les grandes idées du fédéré, les grandes challenges qui existent et un exemple sur comment on a pu résoudre, comment on met en pratique le fédéré et comment on peut résoudre les problèmes d'hétérogénéité. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par tous ces challenges de fédéré, d'apprentissage fédéré, n'hésitez pas à regarder les offres d'emploi chez Hawkin. Il y a pas mal d'offres d'emploi sur tout ce qui est machine learning, data engineer, DevOps, pas mal d'offres d'emploi ouvertes. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Constance. Je crois que Maximilien a une question. Ouais, merci Constance, c'est très cool, l'apprentissage fédéré, c'est excellent. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est trop bien. Du coup, j'avais une question, parce que du coup, donc, tu parles de batch norm. Donc, j'avais en tête les blocs standards qui existent dans l'état de l'art là-dessus. Alors, c'est l'état de l'art qui date de ma thèse, donc ça remonte un peu peut-être, mais du coup, j'avais en tête tout ce qui est film et ADA-IN. Et en fait, ce que tu proposes, si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est une amélioration de ces blocs-là, ou alors c'est une manière de les transférer à l'agrégateur pour gérer l'hétérogénéité, ou là-dessus, enfin voilà, c'était juste
un peu là-dessus, si tu pouvais m'éclairer où ça se situe par rapport à ces méthodes-là. Et aussi sur les performances que tu as présentées tout à l'heure, c'était quoi la mesure de performance avec la variance derrière? De l'accuracy, c'est de L'accuracy, d'accord. Ouais. Ok, très bien. C'est de l'AUC. Alors, sur les différents... Alors, je ne connais pas exactement les différentes méthodes de batch-lamp que tu parles. Ok. Pour moi, cette méthode-là de batch-lamp, c'était celle qui était la plus utilisée. Ouais, alors en fait, les blocs, si tu veux, de film ou Edain, c'est juste des petits blocs que tu mets dans tes couches pour estimer à gamma et bêta. Et du coup, voilà, c'est simplement ça. Ça apprend une transformation affine pour normaliser tes données sur autre chose. Ouais. Ok. Et donc, il n'y avait pas cette idée de normalisation avant la transformation affine? Non, je crois pas. Ouais, je pense que du coup, l'idée de normalisation, ça permet vraiment d'adapter, d'accélérer l'apprentissage. Parce que je sais qu'actuellement, sur les modèles récents, justement, c'est vraiment cette couche de batch-lamp qui est le plus utilisée. Okay. Après, alors, moi, j'ai un profil, voilà, c'est vrai que je ne me suis pas présentée au début. Moi, j'ai un profil moins data scientist. Moi, j'ai un profil, j'ai fait des études en crypto avec un vernis de machine learning, mais plutôt crypto. Et donc, moi, je bosse beaucoup sur les problèmes de tout ce qui est sécurisation. D'accord. Okay. Donc, j'aurais plus de mal à t'expliquer la différence avec les autres batch-lamp. Pas de problème, t'inquiète, c'est malin comme idée, c'est cool. C'est vraiment top. Mais voilà, l'idée principale du truc, c'était de prendre, se dire que les différents paramètres de la batch-lamp, ils ne jouent pas le même rôle et que les paramètres apprenables, ils vont apprendre, ils jouent pas comment dire, ils vont faire fuir moins d'informations, donc c'est moins gênant de les moyenner. Et aussi, ça va causer moins de problèmes pour la convergence. Par contre, les paramètres de statistiques, si on a des bases vraiment hétérogènes, ça va tout casser au niveau de la convergence. Et donc, on veut pas les moyenner. Et en plus, ça fait fuir beaucoup d'informations. Ouais, c'est malin. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat et comme ça, on pourra en parler. J'avais une petite question, c'était pour ça. Est-ce que le federated learning, c'est forcément appliqué dans des cas où les données sont splittées, sont réparties dans différents endroits, donc par exemple les hôpitaux ou les devices, les smartphones des utilisateurs, ou est-ce que parfois on le fait un petit peu virtuellement à l'intérieur de son propre data warehouse, on va dire? L'idée que j'avais en tête, c'était par exemple je sais pas, un Criteo ou un Google, par exemple, qui vont faire des pubs. Ils ont peut-être pas, je sais pas si, là, je donne des exemples, mais je raconte peut-être des bêtises. Hein, mais en gros, l'idée, c'est, par exemple, eux, ils ont des données, par exemple, Criteo, beaucoup de boîtes leur envoient leurs données de vente, etc., pour qu'ils puissent améliorer leurs algos. Mais potentiellement, on n'a pas forcément envie que ce soit partagé à tout le monde. Enfin, je sais pas. Et du coup, en gros, l'idée, c'était, est-ce que dans ces cas-là, ils peuvent entraîner un modèle comme ça en fait, Après, s'ils ont toutes les données chez eux, ils ont plutôt intérêt à faire du pooling, d'enregistrer. C'est rare qu'on a. En fédéré, notre but, c'est vraiment d'atteindre les mêmes performances que le pooling, mais c'est rare d'atteindre les meilleures performances que le pooling. Donc, si le client il peut regrouper toutes ces données au même endroit. Ouais, il n'y a pas de contrainte. En général, l'intérêt, c'est il uniquement le fait, quoi. Si on peut pas, entre guillemets, si on peut pas faire autrement, à ce moment-là, on a tout intérêt à quand même regrouper des données, mais c'est uniquement si on peut pas les transférer à un même endroit central. C'est ça. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose je vais rapidement, c'est très rapide, c'est une mini conclusion. C'était déjà, alors, si je peux repartager l'écran, s'il te plaît, merci. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc déjà, c'était tout d'abord vous remercier. Je sais qu'il y a eu plusieurs messages, vous pourrez lire dans le chat. Il y a plusieurs messages qui saluaient la qualité des interventions. Donc, merci beaucoup pour les 2 interventions qui étaient très intéressantes. J'espère aussi que toutes les personnes qui ont écouté auront appris plein de choses. Voilà. Et également, je voulais juste passer un message pour le prochain meet-up. Donc, si jamais il y en a qui ont soit des idées de sujets, soit qui voudraient participer à l'organisation, pourquoi pas donner un talk ou qui auraient des feedbacks,
n'hésitez pas. Donc, vous pouvez soit contacter directement via Meetup, vous pouvez m'envoyer un message, ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message personnellement sur florent.martino@manomano.com. Je peux vous l'écrire ici, si jamais. florent.martino@manomano.com. Ouais. Donc, si jamais vous avez des feedbacks ou que vous voulez participer, n'hésitez surtout pas. Et voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée tout le monde, merci. Bonsoir, Merci, bonne soirée. Merci Florent pour le regard. Merci Florent.